Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui je vais réagir à plusieurs petites choses. D'abord je vais vous parler de ce qui est en train de se passer pour une actrice. Actrice c'est un bien grand mot, peut-être vous en avez entendu parler. Je veux parler de Gina Carano. Gina Carano, à l'origine, c'est une sportive de haut niveau qui a œuvré dans les sports de combat et qui, comme beaucoup de gens issus de milieux sportifs, voire même peut-être de shows sportifs, à un moment donné, a besoin de faire de la reconversion. Il se trouve que pas mal d'autres, elle a trouvé la reconversion dans le cinéma ou la télévision. Elle a fait quelques petits films, jusqu'à ce qu'elle a été repérée finalement par Lucasfilm pour interpréter un rôle dans une nouvelle série qui devait être la série phare du lancement de la nouvelle plateforme streaming de Disney, Disney+. Je veux parler évidemment de la fameuse série The Mandalorian, qui pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, eh bien c'est un spin-off qui a cette qualité de surfer un petit peu sur la nostalgie de la trilogie classique, puisque se situant quelques années après le retour du Jedi, même si cette série possède des épisodes, on va dire, ou des histoires assez simpliste, on va dire, mais voilà, quand on est fan de Star Wars, et plus particulièrement de la trilogie classique, celle qui date des années 70-80, eh bien on retrouve énormément de clichés, de clins d'œil, d'éléments, etc., qui réavisent un petit peu, je dirais, l'émotionnel que pouvaient susciter les fans de Star Wars de cette époque. Mais bon, voilà, c'était une série qui fonctionne très très bien, qui est aujourd'hui l'un des piliers, je vais dire, de la plateforme de Disney+. Sauf que cette actrice, eh bien, elle a toujours un petit peu affiché ses préférences politiques conservatrices et parfois a tweeté en faveur évidemment des politiques ou des décisions de Donald Trump. Ce qui, évidemment, dans le milieu d'Hollywood et plus particulièrement de Lucasfilm et de Disney, une fâcheuse tendance un petit peu à titiller la bien-pensance. Sauf qu'il y a quelque temps, eh bien, elle a fait un tweet qui a finalement scellé définitivement son destin, puisque ce tweet, elle s'est amusée en fait, amusée. Disons qu'elle a fait une véritable maladresse de faire un outil de comparaison entre la condition des Juifs dans les années 30, ou plus particulièrement à partir de 1933, lors de la prise de pouvoir de Adolf Hitler, et encore prise de pouvoir, oui on peut dire ça comme ça, alors qu'en réalité il s'est vu suite à un contexte, une situation parlementaire particulière, se voir proposer le poste de chancelier, et donc à partir de là évidemment il a fait en sorte de prendre les pleins pouvoirs et commencer à instaurer une politique discriminante par rapport aux Juifs, décréter un statut de seconde zone et ensuite lancer toute une politique évidemment légitimant, exacerbant tout l'antisémitisme que cela suscite, avec toutes les conséquences qu'on connaît par la suite pendant la Seconde Guerre mondiale et même un petit peu avant. Donc elle a fait cet outil de comparaison en disant que en dehors de ceux qui se prétendaient nazis, eh bien il y a quand même des Allemands, des voisins, voire même des enfants qui ont agressé, qui se sont attaqués à des Juifs, sans être obligatoirement des nazis. Mais comme je le dis, le contexte politique a fait qu'il y a eu une légitimité de l'antisémitisme en Allemagne, donc évidemment tous ceux qui étaient des antisémites, eh bien là se sont tout simplement exprimés de la façon la plus abjecte que ce soit. Mais elle a fait cet outil de comparaison par rapport à aujourd'hui le destin. Quel destin on va réserver finalement à tous les Trumpistes, si on considère que tout ce qui est Trumpiste, c'est tout ce qui est fan de Trump, tout ce qui est adepte, soutien ou voter Trump. En résumé, c'est 70 millions d'Américains, donc c'est-à-dire ces 70 millions qui ont voté pour Trump à la dernière élection présidentielle, et donc elle fait cet outil de comparaison très très maladroit, et qui malheureusement ne passera pas
au sein des studios très clairement progressistes, et elle va être virée de Lucasfilm, donc virée de la série, qui en était à sa 2e saison. Mais pire, je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, auprès d'Hollywood, elle est complètement blacklistée. Alors, ça suscite, évidemment, on comprend les studios d'avoir fait ce qu'ils ont fait parce que il y a aussi des enjeux politiques et des enjeux économiques, surtout pour Disney+, sur la guerre des streamings qui sont actuellement en plein boom. Mais ce qui est en dehors de la maladresse, en dehors évidemment de peut-être le côté abject que cela peut susciter chez certaines sensibilités, etc., elle soulève quand même une question, mais la question qu'il ne faut pas poser. Cette même question qui pourtant, de plus en plus d'Américains progressistes, démocrates, commencent à se poser aussi, c'est se dire, ok, on est en train de mettre l'accent sur le fait que les Trumpistes sont dangereux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de forcer le trait sur les événements du 6 janvier. On se sert de ça pour aboutir le procès d'empêchement contre Trump, à tel point qu'on va même aller chercher des images inédites de l'invasion du Capitole, avec des commentaires qui sont remplis d'exagération, de termes et d'expressions très exacerbées pour aller chercher justement l'émotionnel, pour aller chercher l'hypersensibilité et pousser les gens à constater que c'est ignoble, ces gens sont dangereux, ces gens sont dangereux pour la démocratie américaine. Sauf que la question, c'est que oui, alors en effet, si vous arrivez à faire en sorte de faire croire à tous les Américains que ces Trumpistes, ces 70 millions de gens qui ont voté Trump, sont dangereux, qu'est-ce qu'on en fait? On les met en prison, 70 millions de personnes. Pourquoi? Pour leurs idées, pour leurs opinions. Hein, on en fait quoi? On en fait des citoyens de seconde zone, c'est parce qu'on considère qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils ont dit que Trump a quand même fait des bonnes choses. C'est parce qu'ils ont soutenu Trump, qu'ils ont voté Trump, qu'ils ont manifesté pour soutenir Trump. Là, aujourd'hui, de toute façon, la chasse aux sorcières, elle continue. Hein. On a identifié les individus qui ont pénétré dans le Capitole. Aujourd'hui, le FBI est en train de faire des arrestations un petit peu à droite, à gauche, etc. Sauf que, encore une fois de plus, quand on voit les images, moi j'ai pu voir les récentes images qui ont été publiées, non, mais c'est une rigolade. Enfin, rigolade, c'est un pléonasme, mais quand on voit les individus pénétrer dans le Capitole, vous en avez qui partent dans tous les sens, on sent bien qu'il n'y a pas d'organisation, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font. Et puis vous en avez d'autres qui sont tout de suite avec leur téléphone en train de se filmer, en train de se prendre des selfies, vous voyez, je suis au Capitole, je suis au Capitole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gamins qui sont en train de mâcher le travail pour la CIA, et pour le FBI, pardon. Et on appelle ça des gens qui font un coup d'État. Enfin, moi, j'appelle pas ça un coup d'État, j'appelle ça une colère, une émeute, à la rigueur, contre une institution. Oui, mais pas un coup d'État. Mais voilà, c'est ce qu'on essaie, évidemment, de sanctuariser dans l'idéologie, que désormais, il est hors de question de remettre en question le fait que c'est un coup d'État pour les progressistes, pour les démocrates, et que personne n'a le droit de remettre en question cette idée. Et donc, de ce fait, si on réussit petit à petit à cataloguer, à estampiller, à étiqueter les Trumpistes de gens dangereux, on en fait quoi? Et c'est là que tout d'un coup, le tweet de Carano prend tout son sens, parce que même si elle le fait de façon maladroite, elle soulève quand même la question. On dit, mais est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont des pro-Trump, qui soutiennent Trump, etc., ne vont pas demain s'exposer à une haine de la part d'autres Américains qui, pour éviter les émeutes, pour éviter même peut-être une guerre civile, ça peut arriver, quoique je n'y crois pas franchement, personnellement, allez savoir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va institutionnaliser pour réduire ces gens inoffensifs? Est-ce qu'on va créer des camps pour les rééduquer,
Hein, comme disait cette journaliste française Saint-Bric, c'est pas pour des gilets jaunes, hein, identifier les gilets jaunes et ensuite les rééduquer, hein, les conditionner à penser bien et pas à penser mal. Alors, en effet, le risque, c'est que si jamais il y a une pression institutionnalisée à l'échelle fédérale comme aussi à l'échelle de certains États contre les Américains qui sont des pro-Trump, qu'on appelle des Trumpistes, hein, maintenant on va les appeler des Trumpistes, que vont faire les Trumpistes? Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Est-ce que ça risque pas, dans certains coins, de finir en eau de boudin? Et pour vous dire jusqu'à quel point aujourd'hui la question est quand même sérieuse, même si, je le répète, hein, c'est une question taboue. Vous avez aujourd'hui des États comme les Dakota du Nord et du Sud qui commencent aussi à se poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de se prémunir de lois pour empêcher l'État fédéral demain de nous imposer des lois contre des gens, contre leur propre liberté de penser, contre leur liberté d'expression. Et ça devient quand même assez intéressant parce que ça veut dire que le Dakota du Nord et le Dakota du Sud eh bien, rejoindraient finalement les États du Texas et du Wisconsin qui eux aussi aujourd'hui sont dans cet état d'esprit, de se dire attention, nous surveillons ce qui est en train de se passer à Washington parce que ce qui s'y passe aujourd'hui ne nous plaît pas. Pour terminer sur cette affaire-là, malheureusement pour Gina Carano, je crois que c'est mort. Je pense que pour elle, il sera peut-être plus judicieux de déménager, de partir dans un autre pays si elle veut essayer ou espérer peut-être de s'en sortir. J'ai envie de dire que le procès d'empêchement est plutôt mal barré. Même si vous avez certaines presses, comme j'ai vu un article du Point qui disent oui, soyons motivés, ayons de l'espoir, ça va marcher, etc., on va réussir. Non, c'est plutôt mal barré. Même le New York Times, qui a fait un article justement sur l'évolution du procès, émet quand même un petit peu des doutes, laisse quand même des sous-entendus, il ne le dit pas directement, mais laisse quand même le sous-entendu que oui, ça serait bien que ça fonctionne, mais dans l'état actuel de la situation, c'est pas gagné. C'est pas gagné pourquoi? Tout simplement parce que les plaignants jouent, comme je vous l'ai dit, sur le superlatif à tout bout de champ pour aller chercher l'émotionnel, l'hypersensibilité et faire passer véritablement Trump pour, oui, presque Adolf Hitler. On le dit pas, mais c'est ça. On sent bien que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de toute façon tout faire pour empêcher Trump, ne serait-ce que même de se présenter en 2024, ne serait-ce que même monter ou fonder un parti politique. Bon, ce qui est déjà, la pierre a déjà été posée, puisqu'il y a déjà un dépôt de statut pour un parti qui s'appelle le Parti des Patriotes, je crois, tout connement, tout bêtement, dont d'ailleurs Trump est un des chefs de file, ou je crois le président de ce parti. Si je retrouve le document, je vous le mettrai ici. Sauf que voilà, c'est que en fait la stratégie est qu'aujourd'hui les démocrates essaient d'attirer des républicains pour le vote final, pour engager le processus d'empêchement. Donc processus d'empêchement, procès, donc c'est-à-dire dans ce cas-là, Donald Trump deviendrait inéligible pour 2024. Donc comme ça, on écarte le risque de le voir se représenter dans 4 ans. Et même d'avoir des activités politiques, entre guillemets. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, vous avez des républicains qui démontent un peu le processus, c'est-à-dire que, en effet, ils disent, mais attendez, ok, vous êtes en train de jouer les démocrates, et même, je dirais à la limite, même les républicains qui aimeraient bien voter cet empêchement, mais prennent conscience des conséquences et des dommages collatéraux que ça peut impliquer pour leur propre carrière, s'ils s'accordent avec les démocrates sur du vent. Parce que là, ce que les démocrates font, ils s'appuient sur du vent. C'est-à-dire ils s'appuient sur énormément d'argumentaires, sur des on dit que et des qu'en dira-t-on, alors qu'ils ne s'appuient pas sur de la preuve.
Même l'un des éléments sur lequel aujourd'hui on entend beaucoup et n'importe quoi, le fameux discours qu'il a tenu devant ses soutiens juste avant les événements du Capitole, il y en a qui trouvent le moyen de laisser croire qu'il a quand même sous-entendu dans ses propos une interprétation d'incitation à la prise du Capitole, alors que clairement, et en mots, en verbes et en adjectifs, il n'a jamais dit à ses soutiens d'aller prendre le Capitole. Il a dit nous reprendrons le pouvoir. Mais nous reprendrons le pouvoir. Si vous interprétez ça pour dire allez-y les gars, allez prendre le Capitole. Mais dans ce cas-là, à chaque fois qu'un homme politique utilisera le terme pouvoir, prendre le pouvoir, restituer le pouvoir, etc., on va le retranscrire à sa sauce. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, pour l'instant le procès, c'est pas en queue de boudin, et on a déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux, des gens démocrates, des gens progressistes, qui commencent eux aussi à s'inquiéter de cette fanfaronnade finalement. Il y en a même qui commencent à dire que c'est un véritable cirque, c'est un carnaval, et ça porte encore plus préjudice à l'image même de la démocratie américaine à l'échelle internationale, parce que si jamais finalement le vote final, les démocrates vont l'avoir, excusez-moi l'expression, mais ils vont l'avoir encore dans le cul, mais ça va encore plus les faire passer pour des guignols. Des guignols qui sont au pouvoir, par contre, qui ont les pleins pouvoirs aujourd'hui aux États-Unis. Alors en plus, avec des manifestations BLM et Antifa qui commencent à se redévelopper, là j'ai vu apparemment à Auckland, il y a encore eu des confrontations avec la police. Là, mais il y a des Américains qui sont en train de se dire, mais il se passe quoi là? Ça y est, Donald Trump, il n'est plus à la Maison Blanche, c'est bidon. Les progressistes, les démocrates sont à la Maison Blanche, ils ont le Sénat, ils ont la Chambre des représentants. Donc pourquoi des gens continuent à manifester dans les rues? Peut-être parce que il y a peut-être un autre plan, il y a peut-être un autre projet, parce que peut-être que les États-Unis, le compteur il est toujours en train de tourner. Allez savoir. Donc voilà pour la petite histoire de cette actrice, qui à mon avis ne sera pas la première ni la dernière à subir une nouvelle forme de McCarthyisme finalement, parce que là je pense que l'on peut utiliser ce terme-là aujourd'hui aux États-Unis, et qui va encore faire des dégâts à tous les niveaux. À suivre. Autre réaction, alors là, quelque chose qui me paraît assez impensable, formidable. Une journaliste, alors je ne sais plus de quel journal, je ne sais plus si c'est l'Express ou Le Point, a passé 2 ans d'enquête. 2 ans d'enquête pour nous pondre un article pour dire Éric Zemmour, candidature présidentielle. Bon, il faut dire que sur la question, il s'est déjà exprimé, il a dit que non, c'était ridicule, que c'était pas... Voilà, c'était pas son destin, on va dire, que c'est pas ses ambitions. Je pense que Zemmour est tout à fait intelligent pour savoir où est sa place et qu'il n'a rien à faire dans une campagne présidentielle et encore moins à faire en politique. Premièrement parce qu'il n'a pas de carrière politique, il n'a jamais été élu, il n'a jamais été aux affaires, il n'a jamais occupé quelque fonction que ce soit au sein de la haute administration, etc. C'est un journaliste, un polémiste, un essayiste. Maintenant vous allez me dire, oui mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Sauf que on s'appuie aujourd'hui sur cet argument en disant oui, mais là, en ce moment, finalement, alors il a des dîners avec des gens, avec des conseillers, il paraît qu'il a posé quand même la question, il dit si jamais, est-ce que je me lançais, est-ce que j'ai mes chances, etc. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'affirmation, c'est des on dit que, il paraît que, il semble que. Mais le problème, c'est qu'avec des on dit que, des paris que, des semble que, on refait des mondes. Alors certains s'appuient sur le fait sur son silence, le fait qu'il ne contredit pas, que dans son émission Zemmour et Nolo, que la question qui a été soulevée, il n'a pas contredit le propos. Donc on laisse sous-entendre qu'il peut-être qu'il y réfléchit. Mais attention, Zemmour c'est un petit malin, il peut s'amuser aussi. Il peut s'amuser à laisser dire, pour au final vous dire non mais soyons sérieux. Moi, je suis un journaliste, je suis un polémiste, je suis un essayiste, j'ai rien à faire en politique.
contraire, moi, mon outil de travail, ma présence, mon existence, c'est d'être quelqu'un qui réfléchit à ces choses-là, qui pense à ces choses-là, mais qui n'a pas envie, qui n'a pas d'ambition d'aller se jeter dans l'arène. Bon. Admettons qu'il ait peut-être cette envie, peut-être cette ambition. Est-ce que franchement vous pensez que Zemmour a l'étoffe, les épaules suffisamment larges pour se lancer dans l'arène? Moi franchement je pense que non. Je pense en revanche que peut-être des gens dans son entourage, parce qu'il y a une crise de confiance claire, nette, précise aujourd'hui de la part des Français vis-à-vis des politiciens. Pourquoi ne pas utiliser des gens qui ont de la notoriété, des gens qui ont de l'appréciation, des gens qui ont des soutiens, pour essayer d'en tirer parti, pour essayer d'en tirer profit. Inciter Zemmour, dans un moment de faiblesse, de croire que sa notoriété pourrait lui permettre de susciter l'espoir de devenir candidat au présidentiel. Et, à terme, peut-être, s'accompagner d'un certain nombre de gens qui, en réalité, œuvrent dans l'ombre pour essayer de jauger, pour essayer de capter, pour essayer de collecter de l'électorat, et à terme, faire en sorte de faire comprendre qu'à Zemmour, même s'il a un grand nombre de soutiens, un grand nombre de gens qui sont prêts à le suivre, qui sont prêts à voter pour lui, il n'en a pas suffisamment, pour aller jusqu'au bout. Quitte même, on fera en sorte, et ça là-dessus de toute façon, dites-vous bien que pour 2022, les verrouillages vont être encore plus sévères, pour accéder aux 500 signatures. Je pense que des gens comme Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, Cheminade, même Poutou, qui peut-être va certainement aussi se relancer dans l'arène, je pense que ces gens-là auront beaucoup moins d'aisance et de facilité à essayer d'obtenir les 500 signatures qu'ils n'en ont eu en 2017. Je pense que là, cette fois-ci, tout va être verrouillé de telle manière qu'il n'ait pas les 500 signatures. Je rappelle quand même qu'en 2016, ce sont plus de 100 personnes qui se sont prononcées pour être candidats au présidentiel. Donc évidemment, ce qui a été très éliminatoire, ce qui a fait une épurge énorme, c'est évidemment les 500 signatures. Mais là, je vois mal Zemmour réussir à obtenir 500 signatures. Et même s'il les avait, là je vous dis pas, alors si jamais il a les 500 signatures, alors là, il va se faire canarder de tous les côtés, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir l'assassiner au moins de 24 heures après qu'il ait ses 500 signatures. C'est-à-dire qu'ils vont le massacrer, il va se faire massacrer. Donc c'est pour ça que je dis que Zemmour est certainement quelqu'un qui connaît bien ces milieux-là, qui sait comment ça se passe, et qu'il n'est pas idiot, qu'il n'est pas fou à se lancer dans cette arène. À se lancer dans cette arène de lion, de hyène. J'ai du mal à croire, j'ai du mal à penser que ça puisse éventuellement être possible que Zemmour ait une pensée de vouloir se présenter en tant que candidat à la présidentielle. Donc, attention, encore une fois de plus, parce que des manipulations de ce genre pour essayer de faire croire à la Lune ou faire des plans sur la comète, sur des personnalités, va y en avoir. Va y en avoir un sacré paquet. D'autant plus que là, il y a quand même quelque chose d'assez dramatique, c'est qu'il y a eu un débat récemment entre Darmanin et Marine Le Pen. Il se trouve qu'apparemment, le débat s'est pas passé très très bien. Quand je dis très très bien, c'est autant pour Darmanin que autant pour Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Marine Le Pen, elle manque un peu de piquant, qu'elle manque un peu de maîtrise pour aller chercher justement là où ça fait mal. Dans le débat politique, il faut de temps en temps avoir des bons punchs. Là, on avait l'impression que c'était un petit peu vagueux. Donc, ce qui fait que ça peut confirmer, moi, mon opinion personnelle, que Marine Le Pen n'est qu'une figuration, en réalité, d'opposition pour servir l'intérêt de ceux qui veulent prendre le pouvoir, de mettre Marine Le Pen au second tour pour ensuite jouer la carte, de cette, comment on appelle ça déjà,
du barrage républicain contre le fascisme, etc., contre les extrêmes droites, etc. Et ça marche, et ça marchera encore et toujours, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour tomber la tête la première dans cette manipulation de masse idéologique. Hein, donc à partir de là, je ne vois pas comment Zemmour pourrait tirer son épingle du jeu dans ce jeu-là, mais si ce n'est servir l'intérêt peut-être d'un autre, d'un homologue. Alors ça, je ne sais pas quelle alliance il pourrait trouver éventuellement, avec quel candidat, avec Dupont-Aignan ou Philippot, et encore, des fois il a été assez critique sur leur façon de gérer, de voir les choses, etc. J'ai pas l'impression que Zemmour est une préférence particulière. Il y en a qui disent, oui mais il a fait des réunions apparemment, avec l'extrême droite, ou des partis souverainistes, etc. Et alors, ça c'est un peu comme sa participation chez Marion Maréchal, ce fameux forum des réunions de la droite, c'était une participation, c'était une intervention. Mais évidemment, pour tous les gens de gauche, ultra-gauche et compagnie, c'était signé que, voilà, ça y est, Zemmour, il va se lancer dans la politique, il partage des idées d'extrême droite, c'est un facho, etc. Je veux dire, on les entend, ces gens-là, mais à longueur de temps. Je veux dire, jusqu'à quel point qu'ils ne se rendent même pas compte, le disque est usé, que le disque est rayé, quoi. Vous savez, quand on dit que le disque est rayé, c'est-à-dire que, vous savez, sur les disques vinyles, quand vous avez la tête de lecture, quand à un moment donné, il y a une rayure, la tête de lecture, elle saute. Et puis en réalité, vous entendez toujours les mêmes 5 secondes d'un morceau de musique, parce que ça saute. Ben, c'est ça aujourd'hui. Chez certains gauchistes, ultra, antifascistes, etc., qui ne peut pas s'empêcher de tenir un argument sans tout de suite utiliser les mots fascistes, extrême droite, raciste, antisémite, homophobe, islamophobe, pourriture, saloperie, et tous les noms d'oiseaux qui s'y accompagnent en général, et dans lesquels on essaie de vous provoquer une réaction par rapport à ça. Moi j'ai envie de dire à laisser faire, parce que de toute façon il y en a, là ça devient schizophrénique, à la limite même paranoïaque, hein, donc voilà, je veux dire, sur Zemmour, attention, ne faisons pas de plan sur la comète. Si ça se trouve, c'est encore une petite manipulation médiatique pour essayer de faire mumuse ou de surfer un peu sur le phénomène Zemmour, sachant que évidemment Zemmour est un petit peu le poil à gratter, le caillou dans la chaussure d'un certain nombre d'idéologues qui n'arrivent pas le contredire ou le contrecarrer, puisque même l'intervention de la journaliste dans l'émission C'est à vous, je crois, elle utilise un vocabulaire et elle utilise une idée préconçue en disant oui mais regardez sur CNews, il a son émission, il a le monopole dans l'émission, il n'a quasiment pas de contradicteur avec lui, alors qu'il a quand même fait des débats avec des gens qui ont été des contradicteurs. Donc déjà, mais ça, hop, ça a disparu. Non, c'est une émission pro-Zemmour. Voilà, il n'y a que Zemmour, etc. Ben oui, c'est une émission Face à l'info, qui s'appelle Face à l'info, qui est dirigée par Christine Kelly, qu'on a traité très rapidement de noire de service, alors qu'elle est métisse, je crois. Enfin voilà, je veux dire, c'est... Donc de toute façon, où que Zemmour apparaisse, ça sera forcément une émission pro-Zemmour, où il n'y aura que Zemmour, que l'idéologie de Zemmour, donc c'est pas bien, c'est facho. À partir du moment où on commence à vouloir cibler une personne pour ses idées, qu'est-ce qu'il y a de plus facho que vouloir absolument faire taire une personne? Je pose ça là, hein, comme ça, c'est juste pour. Donc voilà, franchement, on va voir ce que ça va faire, hein, mais je pense que ça c'est un pétard mouillé, on va dire, de considérer ou de croire que Zemmour pourrait devenir candidat présidentiel. Alors peut-être je me trompe, peut-être que finalement le personnage a changé d'avis, peut-être qu'il se dit tiens, peut-être que rien que pour faire chier le monde, ça serait bien que je me présente. C'est possible, hein, c'est possible, mais voilà, advienne que pourra, on verra bien de quoi il en retourne en réalité. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec le phénomène Lupin. Arsène Lupin, cette fameuse série française que même certains médias ou genre
journaux de presse spécialisés ont prétendu que la série a eu un gros succès aux États-Unis. Moi, je sais pas, j'ai personne autour de moi qui a Netflix qui m'a parlé de Lupin, en plus que c'est une série française, pour me dire du fait que je suis français, bah tiens, j'ai vu la série avec l'acteur noir que vous connaissez bien en France, etc. J'en ai absolument pas entendu parler. Donc ça, voilà, après on vend la câblotte comme on peut. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, quand il y a eu la bande-annonce, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, ça y est, alors Lupin, en black, etc. » Non, alors je résume et précise. Arsène Lupin n'est qu'un prête-nom pour le scénario de la série. En fait, le personnage que joue Omar Sy ne s'appelle pas Arsène Lupin, c'est en fait un jeune qui, par une situation, un contexte familial, se retrouve à lire le roman d'Arsène Lupin et va devenir un roi de la cambriole, un roi de l'illusion, donc inspiré par les romans de Arsène Lupin. Donc les romans d'Arsène Lupin, le personnage d'Arsène Lupin n'est en fait qu'un prête-nom pour développer la série, mais Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin. Sauf que, par contre, en effet, ça soulève quelque chose qui est en train d'émerger aujourd'hui dans l'univers télévisuel, dans l'univers du streaming et même du cinéma, c'est que on est en train de nous servir de l'idéologie à toutes les sauces. Alors attention, j'entends là, attention, sujet très sensible. Faut-il accepter de faire de la diversité dans le cinéma, dans la télévision, etc., à tout bout de champ, pour démontrer qu'on soutient, qu'on suit les idéologies, les politiques, pour mettre en avant la diversité, pour mettre en avant les minorités, etc. Là-dessus, je n'ai aucun souci, au contraire. À partir du moment où cette visibilité des minorités, cette visibilité de la diversité, elle trouve une légitimité dans une histoire, dans un scénario, dans un film. Ce que les Américains ont toujours pratiqué d'ailleurs, puisque la Black Exploitation des années 70, fin 60-70, aujourd'hui elle existe toujours, plus ou moins. Tous les ans, il y a dans les cinémas des films qui sont destinés au public afro-américain. Mais là, dans ce cas-là, évidemment, on va parler, en France, on dira, c'est du cinéma communautaire. Tout comme aux États-Unis, vous avez des cinémas qui passent des films indiens, pour capter le public indien. Comme vous avez des cinémas qui passent des films coréens, chinois, japonais, pour capter le public asiatique. Business is business. Là-dessus, aucun problème. Sauf que, pour inciter et obliger d'aller au forceps dans l'idéologie, c'est-à-dire de faire accepter l'idéologie qui aujourd'hui, excusez-moi du peu, mais a plutôt tendance, dans certaines motivations, dans certaines ambitions, à plutôt générer la division et le diviser pour mieux régner, hein, soyons clairs, c'est-à-dire mettre en avant les minorités au détriment de la majorité, puisque de toute façon, soyons clairs, aux États-Unis, les Afro-Américains représentent je crois 38 millions, si ma mémoire est bonne, je vérifierai, mais je crois que c'est 38 millions, ou 58 millions, je crois que c'est 58 millions. 58 millions d'habitants sur les 328 millions d'habitants. Donc c'est des minorités. Mais en effet, il y a un contexte social, il y a un contexte historique qui fait qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a une évolution à poursuivre pour faire accepter les Afro-Américains comme des citoyens par entière, tant dans la société que dans la culture. Même si les Afro-Américains ont développé leur propre culture. Dont d'ailleurs même la culture blanche s'est beaucoup inspirée pour développer certains arts. Hein, enfin, on va pas refaire le scénario. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait qu'il y a un business qui aujourd'hui est en train de plier à cette idéologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de films avec des personnages afro, avec des personnages LGBT. On va même, aujourd'hui, refaire des films pour satisfaire les politiques féministes avec que des femmes. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, les films, la majeure partie d'entre eux se plantent. On a eu le droit
à Ghostbusters, version féminine. Le film a été plantage, à tel point que l'une des actrices a quand même réussi à tweeter que si le film n'a pas marché, c'est parce que justement on est des femmes. Non, c'est pas que vous étiez des femmes, c'est que le scénario était à chier, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Les actrices, elles ont fait le boulot, je veux dire, que ce soit McCartney, que ce soit Wig, etc. Elles essaient elles font des propositions de personnages qui sont super bien, mais le film en lui-même est à chier. Hein. On a eu l'exemple récemment avec la nouvelle version des Charlie's Angels, les fameuses drôles de dames. Là encore, on a tellement misé sur la mise en avant féministe des personnages qu'on en a complètement oublié le fond même de l'histoire, le fond même du film, le fond même du contexte et de l'univers des personnages des drôles de dames. Donc le film s'est planté. Et encore une fois, le film s'est planté, pourquoi? Eh ben, on a quand même eu des gens dire « Ouais, mais le film s'est planté parce que c'est une femme qui l'a réalisé. » Donc c'est de la misogynie patriarcale qui impose sa loi dans le consumérisme culturel. Enfin, non, mais là, on en arrive à un point... Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc des films, vous avez des séries, etc., qui misent énormément, justement, sur ce fond de mise en avant idéologique des minorités, de la diversité, du féminisme, LGBT et compagnie. Sauf que vous avez des séries qui, malheureusement, sont pas très promues et qui pourtant sont de bonne qualité, comme par exemple vous avez cette série qui s'appelle Pose, qui est inspirée d'événements réels des années 70-80. Cette série est très très bien, et en plus de ça, elle est légitime parce qu'elle est interprétée par des trans. Donc, je veux dire, là-dessus, ça marche très très bien. En revanche, quand vous avez des films où vous avez un personnage connu ou inspiré d'eux, etc., et que vous mettez des acteurs qui en fait vont plus être les prête-noms à être le quota de représentation plutôt que pour leur talent. Hein, là, on a une série apparemment qui va être produite sur un grand chef viking. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Viking, mais Viking Valhalla. Voilà, c'est un projet qui a été mis en route, Viking Valhalla, mais qui sera un peu comme la série vous connaissez peut-être, Viking, qui était sur un autre grand personnage. Donc c'est de l'inspiration. C'est pas exactement l'histoire, mais c'est de l'inspiration. Je ne me souviens plus de son nom, enfin, je vous le mettrai là, et donc ils refont une série un peu dans le même style, qui utilise un peu la franchise, avec un autre personnage historique, etc. Sauf que le personnage historique, à l'origine, c'est un homme. Et là, ils vont mettre, en fait, une femme. Et en plus, pas n'importe quelle femme, c'est une native alors je ne sais plus si c'est suédois, danois, mais je crois que c'est suédois ou norvégien. Enfin, je vous le mettrai là, hein, parce que là j'ai un gros trou de mémoire. Et cette actrice qui est à l'origine une chanteuse très connue dans son pays, qui a aussi cette particularité, on ne le dit pas ouvertement, mais très clairement, c'est une métisse. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va interpréter le rôle d'un personnage viking, ancien chef de l'histoire, par une femme métisse, qui a certes peut-être une légitimité parce qu'elle est la nationalité par la naissance, puisque je crois que c'est sa mère qui est d'origine du pays et son père est américain, qui était un artiste de jazz américain. Alors on fait très attention de ne pas dire que c'est peut-être un afro-américain. Vous verrez aucun article qui le mentionne. Mais quand vous voyez la jeune femme, elle n'a pas une morphologie très nordique, hein, on va dire. Donc voilà, on en est à ce point-là. On en est à ce point-là. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il y a un moment donné, il faut faire attention à la maladresse. Parce que là, c'est imposé, l'idée. C'est on transforme
on utilise, on instrumentalise des choses pour plaire, pour bien se rendre compatible à l'idéologie dominante actuelle. Si bien qu'aujourd'hui, on se poserait la question, on se dirait, mais à la limite, si aujourd'hui, on décidait par exemple de faire un nouvel Indiana Jones. Indiana Jones, vous avez, alors je vais prendre le premier film, Les Aventures de l'Arche perdue, vous avez Indiana Jones, Harrison Ford, vous avez alors une représentation féminine, mais à la limite dans tous les films d'aventure, il y a toujours une femme. Bon, après, la condition de cette femme, on peut dire quand même que dans Les Aventures de l'Arche perdue, le personnage féminin est quand même beaucoup plus évolué, parce que c'est un personnage indépendant, tenace, qui a des fois... c'est une jeune femme qui a quand même voilà, qui a une certaine vivacité, qui a une certaine présence, une certaine personnalité. Autrement que c'est les personnages féminins qu'il pouvait y avoir dans les films d'aventure américains des années 50, 60, encore pire 40, enfin bon, bref. Et puis vous avez après d'autres personnages secondaires, etc. Mais le problème c'est que quand on regarde aujourd'hui Indiana Jones, et d'ailleurs on peut se faire la même remarque pour la guerre des étoiles, la guerre des étoiles, la représentation des minorités à l'époque, à part le personnage de Lando Calrissian, qui est joué par Bill Williams, afro-américain, tout le reste, les personnages sont blancs. Chose qu'évidemment on a tout de suite rectifié avec la nouvelle trilogie. Alors là, la nouvelle trilogie, déjà le personnage principal est une femme, un des personnages principaux est un afro-américain, il y a aussi des personnages issus des minorités asiatiques, des minorités LGBT, même on laisse suggérer un peu l'idée d'homosexualité dans le scénario entre certains personnages, etc. Donc voilà, vous avez tout compacté là-dedans, vous avez secoué et on vous balance ça, et ça fait plaisir à tout le monde, parce que là il y a toutes les représentations qui sont faites, les féministes sont contents, les LGBT sont contents, les antiracistes sont contents, etc. Oui, sauf qu'à un moment donné, ça devient trop voyant. Je veux dire, il faut que la représentation, elle ait une justification dans l'histoire, qu'elle ait une justification, qu'elle ait une légitimité. Et pour ça, je trouve qu'il y a beaucoup de films dans le cinéma, peut-être des films en effet qui ne sont pas très connus, etc., où ces minorités sont justifiées. Je dirais même à la limite qu'il y a parfois eu des erreurs, et ça a été reproché un peu d'ailleurs, de voir des acteurs interpréter des rôles qui auraient pu très bien être interprétés par des gens qui sont eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là aujourd'hui ça c'est vachement plus démocratisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les homosexuels sont joués très souvent par des homosexuels eux-mêmes. Donc ça donne plus d'authenticité, je dirais, et de facilité à l'acteur de jouer ces personnages. Et inversement, d'avoir des gens qui sont homosexuels, de pouvoir jouer des rôles d'hétérosexuels, etc. Et inversement, en effet, on aurait se dit, ouais, mais alors si les homosexuels ont le droit de jouer des rôles hétérosexuels, pourquoi les hétérosexuels n'auraient pas le droit de jouer des rôles homosexuels? Là, la question, elle est posée. Elle est pas mal. Ça, et ça fait partie malheureusement, et ça c'est une des choses aussi malheureusement qu'on est en train de voir, c'est la légitimité de l'appropriation culturelle, mais que dans un sens, pas dans l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui on légitime l'appropriation culturelle de voir une femme afro jouer le rôle de Jeanne d'Arc, de voir par exemple dans Anderson, c'est Anderson je crois, Alexander Anderson, qui est ce fameux spectacle qui a très très bien marché, qui était un gros succès, qui tourne encore, enfin qui tourne, Broadway est fermé, mais qui tournait encore avec d'autres acteurs, etc. Et qui a cette particularité donc d'être un show, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une comédie musicale qui tourne autour d'une période de la vie de Alexander Anderson. C'est Anderson. Oh mince, ma mémoire me fait vraiment défaut, c'est grave quand même. Enfin donc c'est un des grands acteurs de la naissance des États-Unis, sauf que dans ce spectacle c'est une comédie musicale assez moderne où vous avez à la fois du chant mais aussi du rap, du slam, et tous les acteurs sont afro, métis, etc. Donc vous avez un George Washington afro, vous avez
John Adams afro, vous avez un Jefferson afro, vous avez voilà, tous ces personnages qu'on appelle les pères fondateurs qui sont joués que par des métis ou des afro-américains, sauf le rôle d'Anderson qui est joué par celui qui en est à la fois l'auteur, le metteur en scène, le directeur, le coproducteur, etc., qui lui est d'origine cubaine ou d'Honduras, enfin d'origine hispanique. Alors évidemment, la démarche peut un peu choquer les ultra-conservateurs, mais à la limite, c'est un show, c'est un spectacle de divertissement. À la seule différence, c'est que, évidemment, lorsqu'il y a eu la promo de ce spectacle, eh bien, on disait, ben, c'est l'histoire de ce personnage, mais romancé dans une... Mais on ne dit pas que c'est en fait une adaptation, que c'est inspiré d'eux. Vous voyez la nuance ou pas? Et c'est là le problème. C'est que, au lieu de dire c'est une expérimentation, c'est un essai, c'est une vision qui s'approprie un existant, qui s'approprie une histoire, qui s'approprie l'histoire avec un grand H, pour faire une proposition. Alors la proposition, vous la prenez, vous la laissez, voilà. Après c'est la liberté de chacun d'aimer, de ne pas aimer. Après on fait un jugement de talent, de compétences, de qualité, de prestations, etc. Moi personnellement j'ai vu ce fameux spectacle, en effet le spectacle est magnifique, c'est vraiment génial, c'est super bien fait, c'est du show à l'américaine, hein, voilà, c'est millimétré comme ils savent très bien le faire. Mais voilà, mais il faut complètement s'extraire du fait qu'on est en train de regarder quelque chose d'historique. Non, ce n'est pas quelque chose d'historique, c'est un divertissement inspiré de personnages historiques. Point. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire cette nuance. Donc voilà cet exemple. Mais pour revenir à Indiana Jones, si demain, aujourd'hui, on devait faire un nouvel Indiana Jones, eh bien, est-ce que demain, on aurait un Indiana Jones blanc? Ça m'étonnerait. Je pense que malheureusement, Indiana Jones est un personnage qui est très populaire, qui est très connu dans le monde entier, donc il y a des producteurs qui ne pourraient pas s'empêcher d'utiliser ce personnage pour glisser de l'idéologie, pour glisser de la diversité, pour glisser de la minorité. Donc on peut imaginer tout d'un coup qu'Indiana Jones devienne une femme. Ça a été pensé d'ailleurs. Regardez déjà James Bond, la polémique James Bond. Est-ce que James Bond ne va pas devenir une femme? Mais attendez, James Bond, à l'origine, c'est un personnage créé par Ian Fleming. Donc c'est un personnage britannique, blanc. Ah ben oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un noir, comme en James Bond? Faisons évoluer les mentalités, faisons évoluer le personnage. Ouais, mais à la base, James Bond, c'est un blanc. Regardez, souvenez-vous des polémiques que ça avait fait quand Daniel Craig avait été choisi pour remplacer Pierce Brosnan, parce qu'il était blond. Alors que dans l'inconscient collectif, James Bond est brun, pas blond. Bon, finalement, on a gagné parce que le talent de Sam Mendes, le réalisateur, a fait qu'il a fait une proposition complètement dépoussiérée de James Bond qui finalement est très bien passée. Et que même ce qui motive aujourd'hui, ce qui a motivé ce que Daniel Craig accepte de faire un 4e film, 4e ou 5e? Puisque le premier c'était Casino, deuxième Quantum Solace, non, le 5e, oui, le 5e, puisque Skyfall et Spectre, donc ça c'est le 5e. Donc d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il va finir par réussir à sortir en salle ou si un service streaming va finir par l'acheter. Donc voilà, c'est... Mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils savent très bien que derrière, s'ils se contentaient de créer des personnages pour mettre en avant les minorités, pour mettre en avant la diversité, bah, ça risquerait de ne pas avoir suffisamment d'impact. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je veux dire, il y a eu des expériences de fait, il y a eu des films de fait, en essayant d'utiliser ou de créer des personnages, des ambiances, etc., pour essayer de profiter du cinéma, de profiter du spectacle pour vendre de la minorité, pour vendre de la diversité, sauf que bah, ça n'a pas marché. Ou il y en a très peu qui ont fonctionné. Donc, ce qui a
bien fonctionné, par exemple, on se souvient du film Hangover, qui a été traduit en France par, je ne sais plus, vous savez, c'est ce film où les gars sont, c'est Leftover. Non, c'est pas Leftover, c'est, je ne sais plus le titre en français. Voilà, mais c'était un film extrêmement, c'était des hommes, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les femmes, il n'y avait quasiment pas de femmes dans ce film-là. Donc ils ont fait inversement, c'était Bridesmaids, avec que des femmes. Et le film a très bien marché, avec un humour assez, parfois un petit peu lourd, on va dire, mais bon, voilà, c'est les comédies américaines qui savent très bien que ce qui marche le mieux aux États-Unis, c'est le pipi caca. Je suis désolé de dire ça, mais c'est, voilà, quand vous regardez des comédies à succès américains, c'est souvent des comédies qui fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de pipi caca. Hein. Pipi caca, c'est les conneries où on pisse sur les gens, on pète, on rote, etc. Ça fait rire, c'est marrant, c'est amusant. Enfin, voilà, c'est... donc, j'ai envie de dire... il y a un moment donné où de toute façon les producteurs vont commencer à se rendre compte que c'est trop voyant, que de vouloir absolument transformer, utiliser, manipuler des œuvres pour se servir de la culture, pour glisser obligatoirement des personnages, des films, pour vendre. Il y a un moment donné où tout d'un coup, vous vous posez la question, mais je suis en train de regarder des films, des séries, mais où sont les blancs ? Les blancs disparaissent petit à petit. Quand vous savez que ce qui fait le succès d'un film, c'est la qualité d'un film, c'est lorsque le spectateur s'identifie au personnage. Or aujourd'hui, si en effet les Afro-Américains apprécient un certain nombre de films, dont d'ailleurs le plus gros succès, c'est bien évidemment Black Panther, là, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, oui, justification, légitimité absolue, etc. Même les Blancs ont aimé Black Panther. C'était divertissant. Pas exceptionnel, mais divertissant. Hein, c'est du Marvel, hein, je veux dire, c'est super-héros. Après, on n'aime pas, mais moi, personnellement, Marvel commence à me passer un petit peu au-dessus de la cafetière. Mais quand on vend, qu'on oblige des films aux Blancs avec des acteurs noirs ou des acteurs LGBT ou des femmes, etc. Ils sont rares les films qui arrivent à passer le cap. Souvenez-vous de Tomb Raider, par exemple. Tomb Raider, personnage de jeu vidéo, soyons clairs, majoritairement ce sont les hommes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des femmes qui jouent, mais majoritairement ce sont des hommes. Donc la clientèle, c'est une clientèle homme. Donc forcément, personnage, on joue plus sur le physique que sur le mental. Le premier film, deuxième film ont très bien marché. Pourquoi ? Parce que c'était Angelina Jolie. Donc Angelina Jolie, comme son nom l'indique, elle est jolie. Sauf que là, on a voulu refaire un remake avec une actrice dont je ne me souviens plus son nom. Bon, le film n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que génération. Parce que, voilà, ceux qui adoraient Tomb Raider, qui ont été voir les films d'Angelina Jolie, aujourd'hui, ils ont grandi. Ils ont vu autre chose. Hein, c'est comme aujourd'hui les revivals de certaines œuvres des années 80, encore une fois, qu'on va utiliser pour imbriguer dedans de l'idéologie. Oui, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce que si ça a marché dans les années 80, c'est parce que ça avait son charme. Ça avait son charme, ça avait son contexte, sur un public jeune, adolescent, mais qui aujourd'hui a grandi, a vu d'autres choses, s'est passionné à d'autres choses, et quand on leur dit, tiens, on vous vend un truc, souvenez-vous ce que vous avez aimé, on vous en revend un morceau aujourd'hui, allez le voir. Oui, vous faites piéger une fois, deux fois, la troisième vous dit non, ça ne m'intéresse pas. Hein, sont rares aujourd'hui les remakes, reboots, suites qui ont été faites, qui finalement ont fonctionné, ou ont fonctionné peut-être en matière de recettes, mais au niveau critique, qui se sont fait descendre. Et je vais terminer par un exemple tout à fait flagrant, c'est que aujourd'hui on attend, je crois que le film sort dans quelques jours, vous avez Eddie Murphy. Bon, Eddie Murphy, c'est une grande star, tant pour les Afro-Américains d'Hollywood que pour l'ensemble du monde, aussi bien blanc, asiatique, etc.
il a eu son creux de la vague et il a décidé, il y a quelques années, 2-3 ans, de refaire une suite à l'un de ses grands succès qui était Le Prince de New York, Prince à New York. Donc le film sort dans quelques jours uniquement, je crois, sur, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Amazon Prime qui va sortir le film. Donc évidemment, le film est très attendu. Très attendu parce que le film, il y a plus de moyens et on a la chance de retrouver tous les personnages, plus ou moins, du premier film de l'époque. On a même, aujourd'hui, à l'âge qu'il a, James Earl Jones, qui, c'est quand même courageux de sa part d'être encore sur l'écran, parce qu'à l'âge qu'il a, c'est quand même difficile. Donc évidemment, là, en effet, il y a une justification. Là, ça fonctionne. Mais, encore une fois, ça se sert d'un nom. C'est-à-dire d'une personne qui a déjà une carrière derrière lui, qui s'appelle Eddie Murphy, que tout le monde connaît. Ce qui est plus difficile avec d'autres acteurs aujourd'hui, qui sont difficiles à vendre. Donc pour les vendre, ces acteurs-là, on va les mettre dans des personnages qui sont des rebooks, des remakes d'histoires, de films avec des personnages qui, en fait, à l'origine, c'était des personnages blancs. Déjà, à la limite, là, déjà... C'est comme, si vous voulez, les Britanniques qui se sont amusés à faire un spectacle, une comédie musicale, je crois, sur Jeanne d'Arc avec une actrice noire. Tout comme là, apparemment, il va y avoir une œuvre, je ne sais plus si c'est un film ou une série, avec Anne Boleyn, qui est noire. C'est comme si on vous disait, demain on fait un film avec De Gaulle, mais De Gaulle sera un maghrébin. Et pourquoi pas? Attention, si jamais, là, vous voyez, ce que je suis en train de dire, il y a tout de suite des gens qui disent « Ah, il est raciste ». Non, c'est pas être raciste, c'est être logique. C'est comment voulez-vous qu'après les gens aient des repères, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément de culture, qui n'ont pas forcément de l'histoire, etc., quand ils voient un film qui se dit historique avec un acteur qui joue un personnage mais qui ne correspond pas au personnage original parce qu'on se sert du personnage pour glisser de l'idéologie, de diversité, de minorité, etc. La question est posée. La question est posée. Et ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire, puisque de toute façon, on sent bien qu'il y a une réelle volonté d'essayer de nous glisser ça. Alors, dans quel intérêt? Alors là, après, je vous laisse réfléchir à la question. Moi, je vous ai dit, de toute façon, c'est pousser le bouchon, pousser le retranchement de l'acquis, je dirais, sociétal, de par la majorité des populations, pour imposer les minorités comme étant l'égal de la majorité. Alors, sur le papier, institutionnellement, constitutionnellement, ils sont déjà les égaux de la majorité. Je veux dire, un citoyen français qui soit arabe, blanc, noir, asiatique, ce que vous voulez, il est français, tout le monde a les mêmes droits. Après, vous allez me dire, ouais, mais ils n'ont pas les mêmes droits dans la société. Ah, mais la société, elle évolue. Donc laissons-la continuer à évoluer dans le bon sens. Or là, on est en train d'essayer de bousculer, on est en train d'accélérer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans la société, pour glisser et imposer des idéologies, on est en train d'installer un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. Forcément, si vous atteignez 200 km/h avec une 2 chevaux, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez droit dans le mur. On va droit au crash. Comme dirait l'expression, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Le rhum ne s'est pas fait en un jour. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train de vous prétendre le contraire. Et que si vous dites non, c'est pas vrai, vous dire vous êtes mauvais. Vous êtes le diable, vous êtes l'antéchrist, vous êtes le facho de service. Parce que vous ne voulez pas plier à la volonté de faire ce qu'on veut et de vous imposer ce qu'on veut. Oui, mais sauf que ce genre de méthode-là, en règle générale, ça ne génère rien de bon. Quand on met la pression sur les gens pour les obliger à adopter des comportements, des idées, en général, ça finit toujours mal. Et justement, ça forge, et ça peut motiver des haines. Parce que quand on a une certaine fierté ou un certain patriotisme par rapport à son pays, et tout d'un coup, plus ça va, plus on vous réduit à un état de sous-merde, parce qu'on vous met sur le dos tous les maux
de ce que les minorités, de ce que les diversités ont subi pendant des siècles, il y a un moment donné où vous dites, mais attends, est-ce que je suis responsable de la colonisation de l'Algérie? Est-ce que je suis responsable du fait qu'en France, il y a eu des gens qui ont fait du commerce de l'esclavage? Est-ce que je suis responsable que Napoléon, il a fait des guerres à l'Europe? Non. Ça fait partie de l'histoire, dans un contexte, une situation, j'ai déjà répété mille et mille fois, et je le répéterai encore. Sauf qu'il y a des gens qui sont en train d'instrumentaliser ça pour nous faire culpabiliser. Et par conséquent, nous faire accepter dans le divertissement des choses qui nous paraissent pas cohérentes. Je vous laisse méditer sur la question, peut-être que vous avez aussi votre point de vue à exprimer. Exprimez-le avec courtoisie, avec politesse, sans agressivité, ça fait toujours plaisir. Et avec argumentation aussi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et peut-être là, on saura si Zemmour a vraiment l'intention de se présenter comme candidat à la présidentielle. Mais franchement, non, au secours.